Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles bien entendu. Bien dans son job, on parle du storytelling. Qu'est-ce que c'est que le storytelling ? C'est la force des mots, la force des images pour attirer des talents, mais aussi bien conquérir des parts de marché. On en parle avec Octave Banon d'Octofilm, il est notre invité. Le livre de Smart Job, La gouvernance à l'épreuve du pouvoir. C'est un livre passionnant qui est un recueil optimiste. Son auteur sera avec nous, Xavier Gauthier, aux éditions Mardaga. Et puis évidemment les experts, beaucoup d'actualités aujourd'hui dans le cercle RH avec nos experts. Évidemment la réforme des retraites, ce sont les propos du président Macron, elle aura bien lieu. On reviendra sur la prime pour les bons élèves de la RATP. Et puis le Sénat, on en parlera, durcit la réforme de l'assurance chômage pour le programme des experts. Et puis on terminera notre émission avec fenêtre sur l'emploi. Faut-il être sérieux pour proposer une offre d'emploi ? Non, on peut très bien faire des choses un peu disruptives. Et on en parlera avec Julien Morisson des années folles. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job. On va parler de l'image, de la puissance de l'image et du storytelling. On en parle avec Octave Banon. Bonjour Octave. Bonjour. Vous êtes à la tête d'Octofilm, qui est votre entreprise. Tout à fait. Je voudrais quand même préciser votre parcours, parce que quand on parle de film, on pense à évidemment des journalistes, des réalisateurs, des gens qui ont fait l'IDEC, qui ont fait la FEMIS. C'est pas votre cas, vous venez de l'entreprise, vous. Moi, je viens de l'entreprise, j'ai fait même des écoles de commerce, je n'ai aucun lien, en tout cas à la base, en termes de formation sur tout ce qui est l'audiovisuel. Donc, ma formation n'est pas de savoir comment on cadre une image, est-ce que la lumière est belle, est-ce que le son est bon, mais plutôt, est-ce que ce que l'entreprise va raconter est pertinent, est-ce que c'est synthétique, est-ce que c'est puissant, est-ce que c'est impactant. Donc moi je viens de l'autre côté, je viens du côté client en fait, justement. La puissance de l'image, j'aimerais d'abord qu'on voit, c'est un court extrait de 47 secondes des travaux que vous faites, que vous proposez à vos clients, c'est un vrai travail de co-construction évidemment, vous les écoutez, et puis ensuite ces clients passent devant la caméra, c'est jamais un moment facile de passer devant la caméra, on regarde un court extrait et peut-être on le commente juste après. Salut, moi c'est Raphaël, je suis associé au Capital Markets. Bon, je vends des immeubles. Je pense que la plus grande force, c'est la cohérence de l'équipe, l'esprit d'équipe, le fait qu'on arrive à se soutenir les uns les autres et pas à se tirer dans les pattes en permanence. Catella, c'est de la balle. On a à la fois des gens qui sont très débrouillards, qui sont en même temps capables de s'adapter à énormément de clients différents et qui ont envie de faire du business et de se dire qu'à la fin, le client est satisfait. Ce qui arrive de temps en temps. Ce qui arrive souvent. Ça, c'est votre patte, Octave. C'est ce côté à la fois très propre esthétiquement, parce que pour quelqu'un qui n'a pas fait d'audiovisuel, c'est très très bien fait. Mais il y a le côté fun, il y a le côté disruptif, on fait un pas de côté. C'est ça l'esprit aussi ? C'est l'esprit, en fait, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, je viens pas du monde de l'audiovisuel. Donc moi, j'ai un regard extrêmement froid sur les rendus, sur les formats et puis sur les propos aussi, on voit bien que Sur les propos, moi, je juge ça avec beaucoup de distance, beaucoup de froideur. Je suis comme tout le monde, en fait. Ça veut dire que moi, il y a encore 2 ans, quand la boîte n'existait pas, je regardais les vidéos d'entreprise et je me disais, je pense comme beaucoup de personnes... C'est chiant. On s'ennuie. On s'ennuie. Et puis, c'est pas forcément très incarné, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un exercice qui est difficile. C'est même plus difficile de ce qu'on est en train de faire, parce que là, on discute tous les deux. Vous me renvoyez une énergie, je vous en donne une, et vice-versa. On est filmé de l'extérieur, mais c'est difficile que si beaucoup plus difficile que si je devais me tourner vers une des caméras et que je vous regardais plus. Et là, je devais envoyer la même énergie à un objet inerte, beaucoup plus compliqué. Donc, ce que j'ai pu observer, en fait, et c'est ça qui m'a donné envie de passer de l'autre côté, ou en tout cas de rajouter cette branche technique sur mon activité, c'est que je me suis dit, effectivement, il y a un gap en fait à remplir entre le monde de l'entreprise qui a envie d'exprimer quelque chose mais de la bonne manière, et de bien utiliser le vecteur, et en même temps d'avoir un support dont il est fier. Là on voit cette entreprise qu'on a citée, c'est vous qui avez apporté cette vidéo. Ils sont à la fois, on sent que vous les avez détendus, on sent qu'ils sont relâchés, on sent qu'ils ne sont pas crispés comme dans un film d'entreprise où on n'ose pas dire, tout est pesé au trébuchet.
C'est ça aussi, vous leur dites quoi? Mais libérez-vous, parce que c'est important si vous voulez attirer des talents qui vous ressemblent, mais libérez-vous. Exactement. En fait, si vous voulez, le problème vient du process à la base. Pourquoi il y a... Moi, je me pose la question comme vous, comme plein de personnes qui peut-être regardent cette émission, mais je me suis dit au départ, comment ça se fait qu'en presque 2023, il y a deux mondes dans la vidéo. Il y a le monde du divertissement où on peut se faire rapper pendant... Brut, Combini, tout ça. Exactement, on peut regarder 6 minutes sur la migration des fourmis en Inde et regarder du début à la fin, on s'en rappellera plus dans la seconde d'après. Mais on l'a à côté de regardé. ça, mais on l'a regardé et avec attention. Et en parallèle, il y a des grandes entreprises qui racontent peut-être des choses très pertinentes qui, si ça se trouve, nous concernent directement, mais au bout de 2 secondes... Mais on vous va dites voir, quoi? Prise au piège par des process? C'est-à-dire qu'elles sont un peu cadenassées par des process? En fait, comment ça se passe? L'entreprise aujourd'hui qui veut créer du contenu, elle le crée d'abord en interne, elle pense à tout, elle dit voilà, moi j'ai envie de créer, donc il y a une équipe qui va diriger le projet, un chef de projet, voilà, on va faire ci, on va faire ça, voilà ce qu'on veut dire, voilà qui va parler, voilà comment on va le dire. Personne n'est là pour déjargoniser, pour synthétiser, pour apporter Ça, la c'est clarté. votre métier, ça. Hein. C'est ça, C'est mon votre métier. boulot. Hein. Moi, mon boulot, c'est ça. Moi, j'ai travaillé- Nettoyer le jargon, quoi. C'est ça. Moi, j'ai travaillé pendant 8 ans en conseil, en tant que consultant en image de marque et en discours d'entreprise. Et je suis spécialisé en neuromarketing. Donc, c'est les neurosciences appliquées à la communication. Donc, en gros, ce qui concerne tous les leviers émotionnels qui vont orienter d'un sens ou dans l'autre la décision. Octave, il y a 2 sujets. Il y a la rétention de talent, parce que l'air de rien, quand les personnes passent devant la caméra, c'est quand même une expérience. On les retient. On se dit, on est une équipe. On l'a entendu d'ailleurs. C'est Bien notre sûr, force, c'est c'est le but. l'équipe. Clairement. Mais il y a aussi quand même conquérir des parts de marché. Il y a aussi l'idée de, à travers ce storytelling, racontez-moi qui vous êtes, ce que vous faites. C'est aussi d'aller chercher des marchés. Ça revient au même. En fait, si vous voulez, dès lors qu'on a... nos vidéos sont des icebreakers. C'est pas un catalogue de vente en vidéo. C'est pas le but. Ça m'ennuie le premier, donc c'est pas ce que je propose. Moi, je pars du principe, et c'est d'ailleurs la signature de la boîte People Before Business. Moi, je crois en une chose, c'est que pour qu'il y ait une collaboration, pour qu'il y ait business, que ce soit acheter le produit, acheter le service ou même collaborer en tant que futur talent dans l'entreprise, il faut d'abord qu'il y ait eu un crush, en fait, une relation, un a priori extrêmement positif d'un point de vue humain, et c'est ça qu'on crée chez Octofilm. Juste avant de nous quitter, vous devez vivre des expériences géniales avec ces cadres, ces CEO, parce qu'ils arrivent, ils sont transis de peur, puis finalement ils sortent, et ils se disent, mais ouais, en fait, c'est possible, je l'ai fait. Humainement, c'est intéressant aussi. En fait, la plus grande fierté dans ce que je fais, c'est que avec mon équipe, on arrive à obtenir une satisfaction et une fierté de ce qu'on propose en fait avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Ils ont pour la première fois, alors qu'ils s'en doutaient pas, un support à la fin, alors qu'il y avait beaucoup d'appréhension au départ. Un support dont ils sont tellement fiers, dont ils pouvaient tellement pas se dire que oh là là, j'ai l'air beau déjà, j'ai l'air bien, Ouais, je dis pas de conneries, je dis même quelque chose d'intéressant, tout le monde est cohérent, etc. Et t'as envie de le partager à ta famille, à tes amis et puis évidemment à ton réseau professionnel. Ouais, je leur dis, c'est à la fois un outil évidemment de promotion et de rétention de talent, d'accord, mais c'est aussi comme une expérience pour tous les managers d'une équipe. Exactement. De se dire, bah voilà, on l'a fait ensemble, c'est un produit qu'on aura partagé ensemble. Il y a quand même une grande expérience quand même là autour de ça. Absolument. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour la boîte, c'est que pour la première fois, elle va se faire aider à la fois sur le fond, donc à rechallenger son discours de marque. On n'imagine pas ça, mais c'est essentiel en réalité, parce que le discours de marque, n'importe quel professionnel peut parler de sa boîte pendant des heures. Ça, tout le monde sait faire ça. Par contre, en parler pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, très dur, sans rien oublier, avec la bonne énergie, sur le bon ton, c'est très très compliqué. Ouais, puis d'autant que l'exemple qu'on a vu avant de nous quitter, vous avez laissé pas des rushs, mais enfin des queues de rush où on voit que la personne, en plus de ça, prend du plaisir. Du plaisir, elle se lâche un peu, quoi. Mais si la personne prend du plaisir à l'écran, la personne qui va regarder va être. Évidemment. C'est quelque chose de contagieux, va en prendre aussi. Et on a envie d'en savoir plus sur l'entreprise. Et si on arrive à obtenir cet objectif, si on arrive à atteindre cet objectif-là à chaque fois, c'est gagné. Merci Octave Banon de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. En plus, dans votre dos est écrit évidemment People Before Business. Exactement. Voilà, qui est votre baseline, qui est votre même éthique ou philosophie. Merci Octave. Octofilm pour ceux qui voudraient proposer autre chose, dire autre chose devant la caméra. Voilà, exactement. Merci de nous avoir rendu visite. Bon vent Octave. On tourne une page, c'est le cas de le dire, puisqu'on s'intéresse au livre de Smart Job. Aujourd'hui, on parle de la gouvernance à l'épreuve du pouvoir. C'est un livre passionnant et c'est tout de suite.
Le livre de Smart Job avec en primeur pour notre rubrique ce livre qui sort le 17 novembre prochain. Donc on va le présenter avec son auteur, La gouvernance à l'épreuve du pouvoir. 60 situations réelles pour penser l'action. Et j'accueille Xavier Gauthier. Bonjour Xavier. Bonjour, merci Comment de m'accueillir. allez-vous ? Écoutez, très bien. Vous êtes psychologue, c'est très intéressant parce qu'on va voir qu'il y a vraiment des éléments psychologiques dans ce rapport au pouvoir. Et vous me disiez, avec une petite pointe d'appréhension, commençons cette émission comme on commence un conseil d'administration en live. Parce que c'est de ça dont il est question dans votre livre. Des hommes et des femmes et des hommes de pouvoir qui exercent le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire dans ce livre ? Parce que vous avez monté très haut la caméra pour observer finalement ces hommes et ces femmes qui négocient, qui s'entrechoquent, qui se heurtent et qui jouent collectif parfois. C'est ça le livre ? Oui, c'est ça. Ils peuvent jouer collectif. Ils peuvent être pris dans des mécanismes qui leur échappent parce que c'est un peu implicite, ou alors dans des processus un peu plus intentionnels qui consiste à ce moment-là à détourner un peu l'exercice du pouvoir au service d'intérêts qui ne sont pas collectifs. C'est pour ça que d'emblée, je pose la question du pouvoir d'agir. Exactement. Le pouvoir d'agir, c'est au service de l'amélioration de la gouvernance et de finalité partagée, ou c'est au service d'imposer ses intérêts. Je me tourne vers le psychologue. Ça veut dire quoi avoir du pouvoir ? Parce que nous, béotiens, parce que vous observez les conseils d'administration, vous avez une vue vraiment très fine. Mais c'est quoi avoir du pouvoir ? Qu'est-ce que ça dit ? Parce que les Français disent que quelqu'un qui a du pouvoir, c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, très souvent. Ça veut dire qu'à mon autre, on est réunis autour d'une table et on est amené à orienter une décision, parce que ce sont les instances de gouvernance. Donc on ne parle pas de politique, là. Majoritairement, c'est l'entreprise, là. L'entreprise, des consortiums, des ONG, des fondations, des associations, des fédérations, enfin tout ce qui fait, à un moment ou à un autre, la vie de notre société. Alors, autour de la table, à un moment ou à un autre, se réunissent de manière formelle ou informelle des femmes et des hommes qui vont décider, qui vont prendre des décisions engageantes, donc elles ont du pouvoir dans les mains. L'enjeu, et ce que je vais vous décrire dans ce livre, c'est qu'au-delà des textes, au-delà des règles, c'est aussi des comportements, c'est aussi des lignes de conduite. Et le livre invite à décrypter, comprendre, voir pour ne pas subir. L'objectif du livre, c'est de ne pas subir. Et comme je me suis inspiré de Machiavel, dont j'étais fasciné, j'étais à Florence voir l'inspiration de Machiavel, pour me dire, voilà, on va parler des situations réelles. Pas du pouvoir dans l'absolu, mais de comment ça se passe concrètement quand on décide. Comment on fait, Xavier Gauthier, quand on est psychologue, qu'on a une vue de 30 ans d'expérience pour pénétrer ces arcanes, qui sont des lieux souvent feutrés, secrets, où les médias n'accèdent pas ? C'est ma première communication après 30 ans auprès des médias. Vous êtes une première aujourd'hui. C'est ça, vous êtes un homme très de l'ombre, pour un homme secret et de l'ombre, oui, et très indépendant, parce que je n'appartiens à aucun milieu, à aucun cercle, pour avoir mon indépendance. Comment on fait ? D'abord, on est purement indépendant, on ne dépend de personne. Donc, à un moment ou à un autre, quand on est face à une problématique, on se dit qui on peut appeler, qui n'a pas d'intérêt. Il se trouve que j'ai ce profil-là, parce que je suis né au fin fond de la Bretagne. Ensuite, à un moment ou à un autre, il y a une problématique. Soit vous avez un dirigeant qui se dit... on va rentrer en tension, et j'ai la responsabilité d'anticiper, d'éviter les tensions. Et à ce moment, on appelle un facilitateur, médiateur. Vous rentrez par une petite porte, des fois, mais j'avais appris ça de mon métier, l'humilité. Vous faites très discret aussi ? Très discret. Dans l'écoute, dans l'observation, attentif. Très attentif, très respectueux des parties prenantes, jamais au service d'une partie contre une autre partie. Ils doivent vous faire confiance. La confiance, c'est quelquefois... Elle est clé. 3 mois, 6 mois, 2 ans de construction. Il y a un président, on a mis 2 ans de construction pour la relation de confiance avant que je puisse accéder au conseil. Il y a une phase donc d'écoute, on passe par on se fait petite souris, on observe, on décrypte, parce qu'il y a quand même un travail évidemment d'observation, là c'est le psychologue. Et ensuite, comment on fait ? En fait, ça dépend du rôle qu'on vous donne. Il y a des missions où je ne suis jamais rentré en conseil, parce que je suis en parallèle avec les présidents, les parties prenantes, en amont, dans les corridors. Et il y a des réunions ou des conseils où je suis aux côtés du président, positionné comme le conseiller du président, le conseiller de la gouvernance, et j'interviens en live. Donc, la petite souris devient un homme de pouvoir. Oui, bien sûr que je cherche du pouvoir. La question, c'est l'éthique qui va avec. Est-ce qu'on a un peu un recul éthique sur ce qu'on fait ? Je pose la question dans le dernier chapitre sur l'emprise et les gourous, qui est devenu un peu une spécialité à un moment ou à un autre. Bien sûr que je suis un homme de pouvoir, mais je suis un homme de pouvoir au service de finalités qui sont celles de mes clients. Mais intrinsèquement, on dit que le pouvoir monte à la tête. Ce sont des phrases marquées comme ça au coin du bon sens. Et c'est vrai ? Alors, c'est vrai. Il y a une histoire qui le montre très très bien dans le chapitre sur les pathologies. La 3e belle histoire racontée qui date de moins d'1 an.
Et puis à côté, on peut travailler ce que j'appelle la posture, hein, le 5e chapitre du livre, cette espèce d'assise personnelle où on se dit au service de quoi je mets le pouvoir. Et là, c'est une réflexion un peu, vous voyez, je me mets en écart, de prise de hauteur, de recul. On se redresse. Ce qu'on appelle la réflexivité, de quoi je suis responsable ou co-responsable. Il faut lire ce livre parce que c'est le fruit, comme vous l'avez dit, d'un homme qui n'est jamais apparu dans la lumière et qui aujourd'hui nous fait l'honneur d'être là et qui raconte finalement des choses extrêmement subtiles, très implicites, qui sont souvent dans le non-dit. Oui. Est-ce que quand vous rentrez chez vous, vous prenez votre voiture, vous avez quitté et vous avez rendu votre dossier, vous dites bah ça j'ai réussi à le dénouer, ça j'ai réussi à sauver ça, j'ai évité une guerre interne dans un conseil d'administration. Est-ce que vous vous dites ça ? Ça arrive 9 fois sur 10, heureusement, mais la pas satisfaction pas toujours au moment où on l'attend. Alors d'abord, vous avez un moment où vous décompressez un peu parce que le pouvoir, c'est très prenant, il y a beaucoup de tensions, ça peut durer des semaines, des mois, quelques nuits, bien sûr, mais ça, c'est la responsabilité. Et puis, si je raconte une mission, pendant 5 mois, j'étais dans le doute, mais vraiment dans le doute, en se disant, on ne va rien bouger au système. Et le 23 décembre 2021, le président a tenu compte de ce qui avait été dit alors qu'il l'a refusé pendant des mois, et il a fait l'acte que tout le monde attendait pour modifier. Je n'étais jamais sûr, on travaille dans l'incertitude. Ouais, il y a quand même, c'est là que la psychologie, l'espèce de mystère de la vie humaine en fait que vous décrivez, c'est un peu ça. Il y a la complexité, donc de l'incertitude, donc de l'énigme, mais notre responsabilité c'est de poser les bons jalons et la culture, pour vous qui aimez la culture, la science, l'histoire, les connaissances, ça aide à poser les bons jalons. Plus les missions sont difficiles, plus dans le train, je lis des ouvrages difficiles pour mettre la pensée en action. Pour réélever finalement votre niveau de pensée. Oui, et pour être prêt, alors que je ne regarde pas mes notes du client, parce que ce sera en live au cours du conseil d'administration ou de surveillance. C'est passionnant ce que vous nous décrivez. La gouvernance à l'épreuve du pouvoir, 17 novembre, ce livre, lisez-le, que vous exerciez d'ailleurs du pouvoir ou pas. La passion, c'est Machiavel, hein, vous l'avez dit. Donc c'était l'homme qui a réfléchi évidemment à toutes ces stratégies et la manière dont on peut parfois même manipuler, parce qu'il y a aussi évidemment le danger de la manipulation. C'est le vrai danger. Oui, le sens, la question, c'est pas la manipulation, c'est le sens de la manipulation. Est-ce qu'elle est au service des intérêts collectifs ou d'un intérêt particulier ? Mais c'est comme de l'éducation, le pouvoir, c'est de la manipulation. Il faut juste avoir un recul éthique sur ce qu'on est en train de faire. Xavier Gauthier, c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, bien trop court. Édition Mardaga, je précise qu'il y a une préface de Fabien Derville, le président de Decathlon, qui lui aussi donne son avis sur ce qu'est exercer le pouvoir, comment l'exercer et comment lui-même l'exerce d'ailleurs. Merci, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. On fait une courte pause et on va se tourner vers les experts de Smart Job, comme chaque vendredi, évidemment, pour ausculter l'actualité. Elle est très riche, cette actualité, et on les accueille juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job pour balayer une actualité qui est aujourd'hui très très riche. Je vous présente mes invités, puis je vous parlerai des thèmes entre les retraites, la RATP et l'assurance chômage. Olivia Copin, ravie de vous accueillir, fondatrice du cabinet Just Business, enseignante au CELSA. Merci d'être là. À vos côtés, Jean-Michel Garrigue. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Très heureux de vous revoir. Directeur associé en charge des RH chez BLB Associés avec un S. Et François Vigne, bonjour. Voilà. Vous êtes associé chez Sycomore Corporate Finance, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Commençons par les retraites. Parce que je vous surprends un peu, parce que vous vous étiez dit, on va parler de la RATP, de cette prime pour ceux qui vont au travail. Mais quand même, les retraites, j'ai reçu le mandat de nos compatriotes de décaler l'âge légal de départ de 4 mois par an, aujourd'hui fixé à 62 ans, et qui sera relevé à partir de l'été 2023 pour atteindre 65 ans en 2031. Ça, on comprend. Puis après, ça se complique, puisqu'il évoque l'idée que peut-être, en tendant la main au syndicat, que ce ne serait peut-être pas 65, mais que si on a les trimestres, c'est quand même bon. Je vous vois sourire. C'est quoi, c'est quoi la stratégie là ? Il fait un peu de politique. Il faut faire en forme. Il faut donner du grain à moudre également au syndicat. Il faut que chacun trouve sa place. Il est plus simple de parler de trimestre de fait que de limite d'âge. Il faut éviter les chiffons rouges. Donc c'est pour ça que c'est une petite subtilité de langage. Maintenant, cette réforme, il faut la faire. Néanmoins, il faut travailler plus. Il faut travailler plus. Comment vous avez regardé le président à travers ces prises de position très stratégiques, qui tend la main au syndicat tout en disant qu'il n'y aura pas de négociation, mais de la concertation. Il y a quoi là ? Il y a de l'hésitation ou il y a de la stratégie ? Il y a de la stratégie, évidemment. Il faut supprimer, comme vous le disiez, le chiffon rouge des 65 ans, quitte d'ailleurs à ce qu'on arrive à terme à un départ à plein droit au-delà de 65 ans. Ben oui, on y arrive là, forcément. Quand on calcule ces trimestres, on n'a pas le choix. Exactement. On commence à travailler souvent tard,
Et il faut cotiser donc maintenant plus de 42 ans, ce sera bientôt 43 et même 44 ans, pour pouvoir prendre une retraite à taux plein. Et à ce moment-là, le seul moyen d'y arriver, c'est évidemment d'augmenter le nombre de trimestres de cotisation. Je redonne la phrase d'Olivier Copin, c'est « il y a une concertation, mais pas pour ne rien faire », dit-il. Il le dit d'ailleurs avec passion quand il le dit. Donc si en plus, dès 64 ans, on allonge les trimestres, dit le président, moi je suis tout à fait ouvert, mais il faut aussi que tout le monde s'engage. Donc on voit cette stratégie de main tendue aux syndicats. Sur le fond, vous dites on n'a pas le choix, il faut la faire cette retraite, aussi douloureuse soit-elle ? Oui, je pense qu'il faut la faire, mais ce qui est intéressant, c'est du coup, là, on est vraiment dans la stratégie de communication, on est dans la maîtrise d'éléments de langage. Effectivement, il y a ce chiffre rouge, cette ligne rouge à plus franchir, qui est ces 65 ans. 3 ans de plus, parce que c'est ça l'idée. Donc après, c'est la limite de la communication aussi. Et je ne pense pas que les gens savent calculer aussi bien que vous et moi. Donc du coup, après, ça permet de se positionner, non pas comme un président jupitérien qui décide de tout, mais de montrer qu'il est aussi capable de flexibilité et d'ouverture face au débat. Mais ça reste quand même des éléments de langage. On va découvrir. Je remarqué pas, il me semble que le président n'a pas beaucoup parlé des fonctionnaires et on a dit qu'il voulait les ménager, ni des régimes. Les choses sont réglées puisque Stanislas Guerini sur ce plateau il y a 3 semaines a clairement réglé le problème. Je lui ai posé la question en disant on ne touche pas à cette question des retraites des fonctionnaires, c'est-à-dire les 6 mois pour les fonctionnaires et les 25 meilleures dernières années pour le privé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut la faire cette réforme et qui aura il faut la faire, mais qui aura le courage politique de la mener jusqu'au bout. Jean-Michel Garrigue, un dernier mot. Permettre, parce qu'il a un deuxième quinquennat et dernier consacré justement à pouvoir oser en principe. Il ne faut pas oublier aussi une chose qui est très importante, c'est qu'il y a des questions de vase communicant. On ne règle pas l'allongement de la durée de cotisation et le nombre de trimestres que l'on doit obtenir pour avoir une retraite à taux plein, si l'on ne règle pas par ailleurs la question de l'emploi des seniors. Évidemment. Parce que sinon, on diminue le poids de l'assurance retraite, mais on augmente celui de l'assurance chômage. Oui. Enfin, on n'a pas le temps parce qu'il y a beaucoup de sujets à balayer, mais vous avez vu qu'il y a eu le débat de la suppression ou réduction des cotisations pour garder vos seniors. Mais enfin, si on supprime les cotisations, on ne peut plus cotiser aux retraites. Enfin, on n'y comprend plus. Enfin, Il y aura quand même plus de revenus, donc ça peut être une... Vous dites, on gagne quand même sur le nombre de salariés qui cotisent tout en réduisant les cotisations. Il y aura plus de revenus de l'économie et de toute façon, ça sera positif. Après, il faut juste éviter les effets d'éviction parce que si vous donnez des primes, je dirais, pour les jeunes et pour les vieux, après, ça risque de créer le chômage pour les personnes entre deux âges. Et puis dans le cumul emploi-retraite. Donc il faut faire attention aux effets d'aubaine. Le cumul emploi-retraite qui est autorisé intégralement maintenant, vous continuez à cotiser, mais vous n'avez plus d'acquisition de poids. Exact. Donc déjà, vous contribuez, même si le nombre global on cotise est à assez perte, limité. pour le dire simplement. Exactement, on cotise à perte. Tournons la page parce que je pense que ça va vous faire réagir cette information, alors qui est confirmée évidemment, cette prime que la RATP va mettre en place pour lutter contre l'absentéisme. Alors c'est une prime de 450 €, alors elle est évolutive et dégressive, pour les salariés bons élèves qui globalement acceptent de venir travailler sans s'arrêter. On est d'accord ? Est-ce que vous avez bien vu la même information ? Est-ce que ça vous a choqué ? Est-ce que ça vous a heurté, finalement, de payer un salarié avec son salaire, plus une prime pour le remercier de venir au travail ? Enfin, je crois que la prime, ce n'est qu'un pansement. Elle est le symptôme d'un mal plus profond. Aujourd'hui, la RATP a un vrai problème. La RATP n'arrive plus à recruter et la RATP est frappée par un très fort taux d'absentéisme et par beaucoup d'arrêts maladie. Donc, ce pansement, pourquoi pas, même si c'est vraiment de la vieille méthode. On sait qu'autrefois, il y avait des primes de chaussures dans la fonction publique, il y a plein de choses comme ça. Il faut la prime d'escarbille et les SNCF. Donc, on peut d'ailleurs se demander si ils ont pris un président, enfin, comme nouveau président, l'ancien Premier ministre, c'est pas forcément un spécialiste, je dirais, des questions de transport. On a peut-être mieux fait de prendre un vrai spécialiste pour animer cette société. Je pense que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'il faudrait diagnostiquer quel est le vrai problème de la RATP. Pourquoi la RATP n'arrive pas à recruter des chauffeurs ? Pourquoi aujourd'hui, elle n'arrive pas non plus à les garder ? Pourquoi elle n'arrive pas à les faire travailler ? Il y a un vrai problème qui doit être traité de façon profonde, mais aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est de diagnostiquer le problème et de prendre des mesures de long terme pour permettre de répondre au malaise de tous ces salariés. Manifestement, ils sont aujourd'hui en situation de fragilité sociale. Il faut aujourd'hui les remobiliser au service des transports publics, qui sont en plus un grand enjeu pour l'ensemble de l'économie.
l'économie française. Alors, il faut préciser quand même, je n'ai pas donné l'info, mais les syndicats, l'UNSA, RATP et quelques autres sont vent debout en disant on ne veut pas de cette prime, on n'a pas besoin de cette prime, il faut rebâtir une stratégie plus globale. Qu'est-ce que vous en Ils ont pensez raison là-dessus. pour le grand public, c'est quand même assez choquant. Enfin, pour les salariés qui vont au travail tous les jours sans avoir d'arrêt maladie, dans une entreprise privée, ils n'ont pas de prime, de remerciement de présence. Enfin, c'est quand même dingue. Oui, je pense qu'on frise l'absurdité. Total. Et puis en plus, il y a quand même un aveu d'échec, parce que je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que ça montre à quel point le problème de fond n'est pas compris, n'est pas réglé, parce que c'est un aveu d'échec terrible. C'est-à-dire se dire qu'on va payer les gens en plus des salaires pour qu'ils viennent travailler. Enfin, là, on est dans une. Et à contrario, ceux qui sont en arrêt maladie, ils sont de manière complaisante, il faut le préciser. Voilà, donc du coup, et puis ça infantilise quand même beaucoup les chauffeurs de bus, et puis ça jette l'opprobre sur toute une profession, quoi, parce qu'effectivement, il y a peut-être des abus, sûrement, il y en a partout. Il me semble. Mais il y a aussi des personnes qui vont pouvoir essayer de confronter à des difficultés de la vie, qui sont vraiment en arrêt maladie, ou je pense aux femmes parfois qui doivent, l'enfant est malade, c'est souvent elles qui vont le chercher. Elles ne prennent pas le service à 5h du matin. Donc du coup, je trouve ça assez finalement injuste, et puis finalement, je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire là, il faut vraiment s'attaquer au problème de fond. Pourquoi cette profession n'est pas attractive? Quelles sont les causes de cette crise d'attractivité? Quelles sont vraiment les demandes? Est-ce qu'elles sont audibles ou pas? Dans ce cas-là, discutons-en, plutôt que de mettre en place une prime comme ça qui infantilise tout le monde et qui, pour moi, n'est pas du tout efficace. Décision prise avant, évidemment, l'arrivée de Jean Castex. C'était quelque chose qui était évidemment Même si on peut penser qu'il n'est pas totalement étranger. Il n'est pas peut-être étranger, mais quand même, sur la question des arrêts maladie, j'ai lu qu'en plus, ce n'était pas des arrêts maladie qui étaient fixés. Vous savez, il y a une polémique sur les tampons d'arrêt maladie de complaisance qui est venue, évidemment, s'additionner à cette question de la prime. On ne comprend plus très bien. C'est les arrêts maladie quoi, de complaisance, de chauffeurs qui disent en fait, ce métier ne m'intéresse plus, j'ai plus envie de le faire, donc je me mets en arrêt maladie. Moi, j'ai toute confiance dans les équipes RH de la RATP, mais je me suis quand même posé une question. C'est une question de vieux des RH, ça. Je me demande si un certain nombre des causes d'exclusion de la prime relèvent d'une licéité totale. Par exemple, dire que quand on est en grève, on n'a pas droit à la prime, quand on est un accident du travail, on n'a pas droit à la prime. J'imagine que certains pourraient s'opposer à une telle décision si jamais... Juridiquement, là, en l'occurrence. Oui, bien sûr. En disant c'est une discrimination qui est interdite par la loi au titre de l'État dans lequel je suis, de salarié gréviste ou de salarié d'accident du travail. Donc j'ai été un peu étonné sur les causes, qu'on puisse dire certaines causes qui sont des causes, je sais pas quoi, ceux qui sont en congé pour des raisons particulières, mais ça ne relève pas d'une protection légale. Bien sûr. Pourquoi pas? Mais il y a certains cas qui me semblent quand même un peu douteuse. Tangente. Et donc les syndicats devraient peut-être s'en emparer. Oui, enfin, je pense qu'ils ne vont pas tarder à le faire si jamais on est bien dans ce cas-là. Je ne veux pas qu'on se quitte parce que comme on a beaucoup de sujets, je suis désolé, j'accélère un tout petit peu parce que cette question, je ne sais pas, d'ailleurs Jean Castex, j'ai essayé de trouver, ne s'est pas encore exprimé sur cette question parce que c'est un des premiers dossiers qu'il va avoir à traiter parmi d'autres, et aussi sur les conditions de transport des usagers, parce que vous avez vu qu'ils se plaignent beaucoup en ce moment de la qualité des transports. Mais ils ont raison. Et ils ont raison parce qu'on est évidemment écrasé et qu'il y a de moins en moins de métro, peut-être est-ce dû d'ailleurs au manque de chauffeurs et au sujet qu'on évoque depuis quelques minutes. Le Sénat, vous avez vu sur le projet de loi d'assurance chômage, les sénateurs ont limité l'accès à l'indemnisation des salariés en CDD et des intérimaires refusant des CDI. Là, je vous vois lever un sourcil. Ça vous choque ? Moi, je trouve ça très intéressant, c'est qu'en fait, pendant des années, dans les années 90 jusqu'à 2000, les entreprises ont demandé de la flexibilité, ont demandé de l'agilité face à des salariés qui finalement étaient plutôt attachés à cette sécurité-là. Et plutôt demandeurs de CDI d'ailleurs. Voilà, et aujourd'hui que les salariés ont finalement ont compris les enjeux de cette flexibilité et que finalement ça leur convient. Et que ça les arrange. Aujourd'hui, les entreprises finalement ont peur finalement de partager cette flexibilité avec le salarié. Donc, honnêtement, je pense que, encore une fois, on ne se pose pas les questions de fond. Mais c'est orthogonal avec l'évolution du monde du travail. Mais oui, aujourd'hui, le CDI n'est plus attractif. Pourquoi ? C'est ça la question. Pourquoi c'est un peu comme dans les cabinets d'avocats. Vous avez aujourd'hui des gamins qui ne veulent plus être associés. Bon, pourquoi aujourd'hui le CDI n'est plus le Graal ? François Vigne, Jean-Michel Garrigue, c'est orthogonal parce que le monde du travail change. On nous dit maintenant flexibilité, télétravail, on est auto-entrepreneur, on devient indépendant. Puis là, le Sénat dit attendez, si vous refusez le CDI, réduction, voire suppression des indemnités. On est dans un cas classique dans lequel l'évolution des mœurs est plus rapide que l'évolution du droit.
enfin, il faut quand même rester conscient d'une chose. Hein. La règle du CDI est encore celle de la majorité de la population active, qui veut un CDI parce qu'on ne peut pas emprunter si on n'a pas de CDI, parce qu'on ne peut pas louer un appartement si on n'a pas de CDI, etc. Mais ce que dit Olivia est tout à fait juste. Il y a véritablement une évolution des mœurs. Ce qui est pour l'instant émergent, qui a été embryonnaire, qui est émergent, émerge. Et puis va devenir de plus en plus émergent au fur et à mesure que les nouvelles générations vont impacter le marché du travail, parce que les nouvelles générations, elles, et on le voit dans le fameux rééquilibrage du rapport de force, les nouvelles générations vont être de plus en plus dans ce type de lien avec le travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça partait d'un bon sentiment. Il y avait aussi ce débat, vous vous souvenez des demandeurs d'emploi qui, au bout de 2 propositions de CDI, on leur coupait les indemnités, puis ça n'avait pas pu avoir lieu, pour des raisons juridiques d'ailleurs. Là c'est une bonne idée ou pas? Effectivement, la mesure à voir, puisqu'elle sera sur les faits, mais j'ai un peu l'impression que les sénateurs sont comme les carabiniers et que globalement le gouvernement arrive sur ces sujets comme les carabiniers toujours trop tard. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs? Le chômage cesse de baisser et il va même recommencer à augmenter puisque l'année prochaine on sera en récession, tout l'indique. Baisse de moins 10% sur l'année. A priori, on devrait. Et donc aujourd'hui, le problème, ça va être plutôt le chômage. Et par ailleurs, on a un problème aujourd'hui toujours d'adéquation des collaborateurs par rapport aux emplois. C'est ce qui cause aussi, je dirais, le nombre d'emplois non pourvus. Aujourd'hui, le vrai sujet que devrait traiter l'État, c'est celui de l'éducation nationale, celui de la formation. Aujourd'hui, on a une éducation nationale en faillite, on a un problème de formation. Et c'est d'ailleurs ce qui explique la forte baisse de la productivité des entreprises françaises. Aujourd'hui, c'est la mauvaise qualité de l'enseignement qui explique aussi ce recul de la productivité. Plutôt que de s'occuper de mesures relativement anecdotiques, il faudrait s'occuper de l'essentiel, qui est aujourd'hui la réforme du système scolaire et de formation, pour permettre aux salariés d'exercer les emplois qu'ils veulent et aux entreprises de trouver les compétences dont elles ont besoin. Un pansement sur une jambe de bois, vous dites qu'il faut aller beaucoup plus en profondeur et repenser notre modèle éducatif. Oui, et notre modèle globalement de formation pour permettre aux salariés de bénéficier de la formation qui leur permettra d'exercer les métiers qu'ils veulent, et aux entreprises... Ça a été réformé, François Vigne, quand même. Maintenant, je m'autorise, il y a le CPF, il y a... L'éducation, pas du tout. Non, l'éducation, on est d'accord. Olivia Copin. Non, mais je me mets à la place du chef d'entreprise. Vous avez un CDD, puis vous lui proposez un CDI, la personne va accepter, contrainte, parce que sinon... Donc comment va se passer la collaboration? Vous allez miser sur quelqu'un, le former encore plus, l'intégrer dans l'entreprise, alors que finalement... Mais le CDI n'est pas non plus une prison, parce que un CDI, n'importe qui peut démissionner. Non, c'est pas vrai. La différence entre un CDI et un CDD, c'est que... Vous avez un lien économique. Les 3 mois de préavis. D'accord. Et puis vous avez les allocations de chômage. Non, quand vous démissionnez d'un CDI, vous n'êtes pas éligible aux allocations de chômage, sauf des cas particuliers, mutations légitimes, etc. Alors qu'à la fin d'un CDD, pour peu qu'il soit d'une certaine durée minimale, vous avez droit aux allocations de chômage. Exact. Donc, incontestable. Donc c'est d'ailleurs là où les sénateurs interviennent. C'est dans cet espace-là, dans ce statut-là en tout cas. Entre la prime de précarité que perçoit le collaborateur en CDD, le droit à l'assurance chômage, la perte d'un statut en CDD est beaucoup plus intéressante qu'un statut en CDI. Le seul avantage du CDI par rapport au CDD... C'est l'emprunt. Alors, c'est l'emprunt, mais je veux dire, en termes de contrat, c'est que vous pouvez démissionner de votre CDI quand vous voulez, alors qu'un CDD, théoriquement, vous devez aller au terme du CDD du contrat. Que vous avez compris. Ouais. Cette image, bon, évidemment, on finit par pas une touche sucrée, c'est pas le mot, mais c'est le côté fun d'une institution qui est quand même évidemment une très vieille institution et qui a décidé de communiquer sur TikTok. Alors, je ne sais pas si on a l'image du... On n'a pas l'image. Eh bien, il y a une image, vous auriez dû voir une image normalement de la gendarmerie qui recrute sur TikTok. Est-ce que vous, dans vos espaces personnels, vous êtes sur TikTok par exemple ? Nous, globalement, les profils que nous recrutons, c'est pas tellement sur TikTok. Non, c'est Sycomore Finance, c'est pas TikTok. C'est LinkedIn, oui, TikTok, non. Mais si jamais on avait des salariés dans cette tranche d'âge et dans non, mais de profils, l'idée que les gendarmes communiquent sur TikTok, enfin, qui est quand même à l'origine un réseau social où on danse, où on s'agite, qui est quand même très jeune, hein. Ça vous semble être une bonne idée ou c'est un gadget et on passe à autre chose? On sait quelques problèmes parce que c'est détenu par les Chinois, comme vous le savez. Il y a quelques problèmes de secret défense, de confidentialité. Je ne sais pas si c'est le bon instrument. Mais en dehors de ça, que la gendarmerie utilise des moyens modernes, c'est très bien. Et l'armée l'a toujours fait pour convaincre le public. Et donc c'est normal. Ouais, les clips de l'armée. Jean-Michel Copin et Olivia. Jean-Michel Garrigue. Vous avez vu C'est un honneur pour moi. Absolument. En fait, moi, j'ai plein d'admiration pour ce que font les armées et la gendarmerie nationale. J'ai beaucoup échangé avec les DRH de la gendarmerie, Armando de Oliveira qui vient de partir et Bruno Arvizet qui vient de prendre sa suite, 2 généraux de corps d'armée. Ils font des choses absolument remarquables. Ils sont modernes. En matière d'engagement. Vous avez vu qu'on va créer 200 nouvelles brigades de gendarmerie. Donc, il faut des nouvelles implantations, un développement à la fois des lieux, des compétences. Et là. Donc, ils font un travail absolument
absolument remarquable, qui est aujourd'hui, on le voit bien, de plus en plus important, tellement les Français prêtent une attention à la sécurité. Hein. Dans les territoires. La gendarmerie, c'est la sécurité en dehors des grandes villes. Exactement. Donc, en termes comment dirais-je, de proportion de territoire par rapport à la police, Ils sont très sollicités. il n'y a pas photo, si vous me permettez l'expression. Ils font un travail absolument remarquable, à la fois d'engagement, de motivation, de fidélisation. Et qui a une autre image que la police, je m'autorise, qui n'est pas vue par les Français de la même manière. Et puis n'oublions pas Il n'est que pas le même statut, autrement. les gendarmes sont des militaires, c'est pas le même statut. Absolument. Olivia Copin, TikTok, vous y êtes sur TikTok, vous Moi, à titre personnel, non, mais Non. c'est un outil de travail comme un autre. Effectivement, je pense qu'en fait, il n'y a pas de médias, il n'y a pas de support tabou. Il faut aller chercher votre cible là où elle est. Finalement, pour attirer ces jeunes générations, est-ce qu'aujourd'hui, elles lisent forcément la presse je pense pas. Non. Les clips à la télévision, ça coûte quand même cher, ça a un coût. Oui. Est-ce que les jeunes regardent la télévision? Ils sont plutôt sur Netflix ou ces types de plateformes-là. Donc c'est vrai qu'aller sur des supports comme TikTok, ça permet d'aller chercher un autre public. Cette cible. Après, je pense qu'ils sont accompagnés de professionnels qui, il faut adapter le bon format, le bon message sur ce format-là. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori sur un média. Puis c'est juste un clin d'œil. Un dernier mot, Jean-Michel. C'est juste un clin d'œil, c'est pour attirer. C'est pour que la personne ait envie de cliquer, je sais pas, ou d'appeler. C'est aussi pour que les médias comme nous en parlent et créent du relais en disant tiens, la gendarmerie est moderne, va donc voir. Parce qu'en général, on va quand même plutôt sur le site de la gendarmerie quand on veut devenir gendarme. Enfin, je l'imagine. Oui, je pense qu'il y a quand même des gens qui sont, des jeunes qui vont être sensibles à ces messages et qui vont du coup découvrir leur vocation en regardant TikTok. Et c'est très bien. Merci à vous trois de nous avoir éclairé tant sur les sujets d'actualité les plus chauds que sur cette question de la gendarmerie. Merci Olivia Copin, Just Business, professeur au CELSA. Merci Jean-Michel Garrigue, j'ai bien prononcé votre nom de famille cette fois-ci. BLB associé. Merci. Vous fûtes DRH, expérimenté, pas vieux DRH, mais DRH expérimenté, je m'autorise à rectifier. François Vigne, merci. Sycomore associé et très impliqué au sein des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci à vous trois. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi. Est-ce qu'on peut être fun pour se faire recruter? Comment on réinvente finalement tout ça? Est-ce qu'on doit aussi faire des vidéos sur TikTok pour se faire remarquer? Ça, c'est une question et on en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. Tiens, ça va faire écho d'ailleurs à notre première rubrique dans Bien dans son job sur les vidéos d'entreprise, l'image, le storytelling. On est avec Julien Morisson. Bonjour Julien. Bonjour. CEO des années folles, les influenceurs. Et on va regarder une vidéo tout de suite parce que c'est le sujet que vous avez choisi. Est-ce qu'il faut être sérieux pour proposer une offre d'emploi, pour se faire recruter en quelque sorte? On regarde la vidéo et vous allez pouvoir nous expliquer juste après. Ça marche. Venez vivre le grand frisson à Val d'Isère. Ok, pause. C'est très bien, hein. Bravo pour les images, c'est superbe, c'est magnifique. Mais c'est pas exactement le message que j'ai envie de faire passer en tant que DRH. Je pense qu'il faut y aller franco. Que toutes les personnes qui cherchent un boulot sachent qu'à Val d'Isère, on recrute. Parce qu'ici, on est une station à taille humaine, il y a une ambiance comme nulle part ailleurs. Que cette expérience unique peut changer leur vie. Ok, on commencera par ça. Ah oui, et ensuite, on enchaîne. On enchaîne avec du concret et on explique que tous les secteurs d'activité recrutent. Les hébergements, les hôtels et les résidences, les bars, les restaurants, les clubs, tous les commerces, j'en passe. Voilà. Attends, on va reprendre le visionnage et on va faire les modifs au fur et à mesure, d'accord? Pardon. Parce que dès qu'on parle de la station, moi j'ai tendance un peu à m'emballer. Oui, je fais ça. Alors Julien, c'est génial. Elle est super, cette vidéo. Génial, pourquoi vous l'avez choisi Alors, d'abord? j'ai choisi parce que sur LinkedIn, en général, on assiste parfois à des vidéos qui ont un faible engagement et celle-ci, elle a généré plus de 800 réactions, donc c'est quand même bien marché sur ce réseau social-là. Et pourquoi ça a bien fonctionné? Ça a bien fonctionné parce qu'on le voit, ce DRH, il a un ton un peu décalé, il parle d'un post, un format vidéo, dans un contexte où c'est surtout des vidéos, des choses un peu plus écrites, et on parle finalement de la manière de recruter un peu différemment. Et donc, c'est ce qui explique pourquoi il y a eu de l'enthousiasme sur ce nouveau mode de communication et de marque employeur. Ouais, elle lui fait une sorte de guide touristique au départ un peu sympa, puis il dit attends, on va parler des bars. Exactement. C'est bon, c'est pas il ça. arrête toutes les 5 minutes pour dire il faudrait rajouter ça, faudrait rajouter ça. En fait, il humanise vraiment l'offre, tout en même temps posant des photos. Il arrive à verbaliser et surtout, il met pas le paquet uniquement sur Bac+5 depuis 3 ans. Il met pas. En fait, il fixe le cadre et les valeurs qu'il souhaite véhiculer. Julien, il y a deux sujets. Il y a celui qui va se présenter sur un réseau social, LinkedIn, qui est le leader. Ça, c'est le candidat. Mais là, on évoque le RH qui essaie d'attirer les candidats. Exactement. Et il y a vraiment besoin de dépoussiérer tout ça? Oui, clairement. On sent bien, on en parlait d'ailleurs sur une émission précédente, on voit bien que le job board un peu classique, où on a du mal à sortir du lot, on a surtout du mal à présenter ses valeurs avec un ton parfois un peu lénifiant, très corporate, avec les mots un peu esselés, les mêmes valeurs.
honnêtement, les candidats n'y croient plus, mais je vais vous dire, hein, les DRH et les directeurs de communication n'y croient pas non plus. Parce que finalement, tout se ressemble. Or, l'intérêt actuellement, c'est de sortir du dos et de voir la spécificité qu'il y a. C'est pour ça que ce genre de vidéo fonctionne et va continuer de fonctionner très bien. Les outils, parce que ça, c'est des conseils que vous pouvez donner, c'est quoi? C'est l'humour, c'est la dérision, c'est être décalé, c'est copier, je dirais, des modèles un peu bruts, combini, enfin des choses un peu... C'est ça la mode, s'il y a une mode? Disons qu'il faut toujours bien sûr faire par rapport à l'ADN de la marque et l'ADN de l'entreprise au sein de laquelle on exerce. Mais pourquoi ici cette vidéo elle a suscité d'intérêt? Pourquoi je l'ai repérée? Je l'ai repérée parce que finalement elle donne envie de s'intéresser à ce qu'il y a et de suivre les 3-4 minutes de cette vidéo. Elle donne envie aussi parce qu'elle humanise beaucoup les relations. Puis elle est drôle quand même. Elle est très drôle. Voilà, il joue très bien. C'est pas un DRH, c'est un comédien, c'est pas possible. Mais imaginons cette DRH, franchement, il est extrêmement fort. Je trouve absolument super. Et surtout, on peut passer des messages beaucoup plus subtils, beaucoup plus fins. Avec un humour, on peut vraiment glisser des informations pour dire, je suis peut-être pas l'entreprise forcément où il y a les meilleurs salaires, mais nous on met le paquet sur la rémunération, on met le paquet sur la formation. Et donc on peut glisser des informations un peu différentes. Il y a juste une petite subtilité entre rire et glisser vers le pas sérieux qui fait que celui qui regarde l'annonce se dit cette boîte elle n'est pas sérieuse. En fait il y a deux choses. Un, attention à l'humour potache. L'humour potache, pensons ça passera pas et surtout pas en 2022 d'une part. Et deuxièmement, soyez cohérent par rapport à votre marque. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas une entreprise où il y a un sens de l'humour un peu décalé, n'y allez pas, soyez quand même le plus cohérent par rapport à votre style de communication. Donc c'est ce que j'aurais tendance à dire. Decathlon, si je peux citer des marques, mais Decathlon, Hermès ou Big Mac, McDo, on n'est pas dans les mêmes styles de communication. Et donc ça ne veut pas dire qu'on peut pas faire de l'humour dans les trois, mais si c'est trop décalé, l'idée c'est que ça soit le plus incarné. Ici, ils ont mis le paquet sur l'humour, et donc si derrière ça c'est incarné en interne, ça fonctionnera très bien. Là, ça veut dire qu'ils visent, pour terminer, une cible jeune là. Là, il parle de Val d'Isère, qui est une grande station de ski, un peu pas âgée, mais peut-être vieillissante, et ils se disent tiens, il faut qu'on aille chercher un autre public. Ici, il y a clairement un double intérêt, c'est ça qui est intéressant dans ce format vidéo, et que nous aussi, on est amené à proposer aux marques. Il y a d'une part, je communique pour des candidats, mais il y a aussi, je fais la publicité indirectement pour des personnes. Et c'est ce qu'on est aussi amené à dire sur LinkedIn, il y a ce double message, c'est un des candidats, mais il y a aussi en tête que vous allez aussi attirer avec un angle un peu différent. Et donc oui, ici, il y a peut-être un vieillissement, mais je crois vraiment que ce style de communication intéressera les jeunes, mais aussi les personnes plus seniors qui ont envie d'avoir une communication plus authentique. Soyez fun. Exactement. Fun, mais attention au black potache et à l'humour un peu gras qui ne passera plus. Merci Julien Morisson, fondateur des Années Folles, et vous accompagnez bien évidemment des entreprises avec tous vos conseils pertinents. Merci de nous avoir rendu visite. C'est terminé, on est très en retard. Merci à Raphaël à la réalisation. Merci Alexis pour le son. Merci à Nicolas Juchat évidemment, et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité, merci pour les échanges sur les réseaux sociaux et puis évidemment pour l'intérêt que vous portez à Smart Job. Je serai là lundi. Bye bye, portez-vous bien.